1984 de George Orwell, partie 2, chapitre 1. C'était le milieu de la matinée et Winston avait laissé sa cabine pour aller au lavabo. Une silhouette solitaire venait vers lui de l'extrémité du long couloir brillamment éclairé. C'était la fille aux cheveux noirs. 4 jours étaient passés depuis l'après-midi où il l'avait inopinément rencontrée devant le magasin d'antiquités. Lorsqu'elle fut plus près de lui, il vit qu'elle avait le bras droit en écharpe. Mais l'écharpe ne se voyait pas de loin parce qu'elle était de la même couleur que sa combinaison. Sa main s'était probablement prise tandis qu'elle tournait autour de l'un des énormes kaléidoscopes sur lesquels s'obtenaient les brouillons des plans de romans. C'était un accident commun au commissariat aux romans. Ils étaient peut-être à 4 mètres l'un de l'autre quand la fille trébucha et tomba presque à plat sur le sol. La douleur lui arracha un cri aigu. Elle avait dû tomber en plein sur le bras blessé. Winston s'arrêta net. La fille s'était relevée sur ses genoux. Son visage avait pris une teinte jaunâtre de lait sur laquelle tranchait la couleur de sa bouche, plus rouge que jamais. Ses yeux étaient fixés sur les siens avec une expression de prière qui paraissait traduire plus de frayeur que de souffrance. Le cœur de Winston fut remué d'une étrange émotion. Devant lui se trouvait un ennemi qui essayait de le tuer. Devant lui aussi était une créature humaine, en détresse, qui avait peut-être un os brisé. Déjà, il s'était instinctivement avancé pour l'aider. Quand il l'avait vu tomber sur son bras bandé, il avait cru sentir la douleur dans son propre corps. Vous êtes blessé demanda-t-il. Ce n'est rien, mon bras. Cela ira mieux dans une seconde. Elle parlait comme si elle avait eu des palpitations. Elle était assurément devenue très pâle. Vous n'avez rien de cassé? Non, je vais très bien. J'ai eu mal sur le moment, c'est tout. Elle tendit vers lui sa main valide et il l'aida à se relever. Elle avait repris des couleurs et paraissait beaucoup mieux. Ce n'est rien, répéta-t-elle brièvement. Je suis simplement un peu foulé le poignet. Merci, camarade. Sur ces mots, elle s'éloigna dans la direction qu'elle avait jusque-là suivie, aussi alerte que si réellement ce n'avait été rien. L'incident avait duré moins d'une demi-minute. Ne pas laisser les sentiments apparaître sur le visage était une habitude qui était devenue un instinct, et en tout cas, ils étaient debout juste devant un télécran quand l'incident avait eu lieu. Néanmoins, il avait été très difficile à Winston de ne pas trahir une surprise momentanée, car pendant les 2 ou 3 secondes qu'il avait employées à la relever, la fille lui avait glissé quelque chose dans la main. Il n'y avait pas à douter qu'elle ne l'ait fait intentionnellement. C'était quelque chose de petit et de plat. En passant la porte des lavabos, il le mit dans sa poche et le tâta du bout des doigts. C'était un bout de papier plié en 4. Pendant qu'il était debout devant l'urinoir, il s'arrangea pour le déplier avec ses doigts. Il y avait sans doute écrit dessus un message quelconque. Il fut un moment tenté de rentrer dans un waiter et de le lire tout de suite. Mais il savait bien que cela aurait été une épouvantable folie. C'était l'endroit où on était le plus certain d'être continuellement surveillé par les télécrans. Il revint à sa cabine et, d'un geste désinvolte, jeta le fragment de papier parmi ceux qui se trouvaient sur le bureau. Puis il mit ses lunettes et, d'une secouche, rapprocha le télécran. 5 minutes, se dit-il, 5 minutes au bas mot. Son cœur battait dans sa poitrine avec un bruit effrayant. Heureusement, le travail qu'il avait en train était un travail de simple routine. C'était la rectification d'une longue liste de chiffres qui ne nécessitait pas une attention soutenue. Quoi que pût être ce qui était écrit sur le papier, cela devait avoir un sens politique. Autant que pouvait en juger Winston, il y avait 2 possibilités. L'une, la plus vraisemblable, était que la fille fût, comme il l'avait justement craint, un agent de la police de la pensée. Il ne comprenait pas pourquoi la police de la pensée choisissait une telle manière de délivrer ses messages. Mais elle avait peut-être ses raisons. La chose écrite sur le papier pouvait être une menace, une convocation, un ordre de suicide, un traquenard quelconque. Mais il y avait une autre possibilité plus folle qui lui laissait relever la tête. Bien qu'il essayât, mais vainement, de n'y pas y penser. C'était que le message ne vient pas de la police de la pensée, mais de quelque organisation clandestine. Peut-être la fraternité existe-t-elle, après tout. Peut-être la fille en faisait-elle partie. L'idée était sans aucun doute absurde, mais elle lui avait jailli dans l'esprit à l'instant même
où il avait senti dans sa main le fragment de papier. Ce n'est que 2 minutes plus tard que l'autre explication la plus vraisemblable lui était venue à l'idée. Et même, en cet instant, alors que son intelligence lui disait que le message représenté signifiait la mort, il n'y croyait pas et l'espoir déraisonnable persistait. Son cœur battait. Il arrivait difficilement à empêcher sa voix de trembler tandis qu'il murmurait des chiffres au phonoscript. Il fit un rouleau de toute la liasse de son travail et la glissa dans le tube pneumatique. 8 minutes s'étaient écoulées. Il ajusta ses lunettes sur son nez, soupira et rapprocha de lui le paquet de travail suivant, sur lequel se trouvait le fragment de papier. Il le mit à plat, d'une autre écriture informe, ces mots étaient tracés: Je vous aime. Pendant quelques secondes, il fut trop abasourdi même pour jeter le papier incriminé dans le trou de mémoire. Quand il le fit, bien qu'il sût fort bien le danger de montrer trop d'intérêt, il ne put résister à la tentation de le lire encore, juste pour assurer qu'il l'avait bien lu. Durant le reste de la matinée, il lui fut très difficile de travailler. Cacher son agitation au télécran était plus difficile encore que de concentrer son attention sur une série de travaux minutieux. Il sentait comme du feu lui brûler les entrailles. Le déjeuner dans la cantine chaude, bondée de gens, pleine de bruit, fut un supplice. Il avait espéré être seul un moment pendant l'heure du déjeuner, mais la mauvaise chance voulut que cet imbécile de Parsons s'assît lourdement à côté de lui. L'odeur de sa sueur dominait presque l'odeur métallique du ragoût et il déversa un flot de paroles au sujet des préparatifs faits pour la semaine de la haine. Il était particulièrement enthousiaste au sujet d'une reproduction de papier mâché de la tête de Big Brother de 2 mètres de large. Elle était fabriquée pour l'occasion par la troupe d'espions à laquelle appartenait sa fille. L'irritant était que, dans le vacarme des voix, Winston pouvait à peine entendre ce qu'il disait. Parsons et devait constamment lui demander de répéter quelques sottes remarques. Il entrevit une fois seulement la fille qui se trouvait assise à une table, avec 2 autres filles semblables, à l'autre bout de la table. Elle ne parut pas l'avoir vu et il ne regarda pas dans sa direction. L'après-midi fut plus supportable. Immédiatement après le déjeuner, il lui arriva un travail difficile et délicat qui l'occupa plusieurs heures, et pour lequel il dut mettre de côté tout le reste. Il consistait à falsifier une série d'exposés sur la production d'il y avait 2 ans, de façon à jeter le discrédit sur un membre éminent du parti intérieur qui était actuellement en disgrâce. C'était un genre de travail dans lequel il était bon, et pendant plus de 2 heures, il réussit à chasser complètement la fille de sa pensée. Puis, le souvenir de son visage lui revint, et avec lui un désir lancinant, intolérable d'être seul. La soirée était une de celles qui passaient au centre communautaire. Il engloutit un autre repas sans goût à la cantine, se dépêcha de se rendre au centre, prit part à la niaiserie d'une discussion de groupe, joua 2 parties de ping-pong, avala plusieurs verres de gin et lut pendant une demi-heure un livre intitulé Rapport entre Langsock et les échecs. L'ennui lui contractait l'âme, mais, pour une fois, il n'avait pas éprouvé le désir d'esquiver sa soirée au centre. À la vue des mots Je vous aime, le désir de rester en vie avait jailli en lui et prendre des risques secondaires lui avait soudain paru stupide. Il ne put réfléchir d'une manière suivie qu'après 11 heures du soir, chez lui et au lit, dans la sécurité de l'ombre qui fait que l'on n'a même pas à craindre le télécran, pourvu que l'on demeure silencieux. C'était un problème matériel qu'il avait à résoudre. Comment toucher la fille et arranger une rencontre? Il ne pensait plus à la possibilité qu'il peut y avoir là, pour lui, une sorte de piège. Il savait qu'il n'en était rien à cause de l'agitation réelle qu'elle avait montrée en lui remettant le papier. Visiblement, elle avait été effrayée et hors d'elle autant qu'elle pouvait l'être. L'idée de refuser ses avances ne lui traversa même pas l'esprit non plus. 5 jours auparavant seulement, il avait envisagé de lui écraser la tête sous un pavé. Mais cela n'avait aucune importance. Il pensa à son corps jeune et nu, comme il l'avait vu dans son rêve. Il avait cru qu'elle était une sotte comme les autres, que sa tête était farcie de mensonges et de haine, que ses entrailles étaient glacées. Une sorte de fièvre le saisit, et l'idée qu'il pourrait la perdre, que son jeune corps blanc pourrait s'éloigner de lui. Ce qu'il craignait le plus, c'est qu'elle changeât simplement d'idée,
s'il ne la rencontrerait rapidement. Mais la difficulté matérielle de se rencontrer était énorme. C'était essayer de bouger un pion aux échecs alors qu'on est déjà échec et mat. Quelque chemin que l'on prit, on avait le télécran devant soi. En réalité, toutes les manières possibles de communiquer avec elle lui étaient passées par l'esprit moins de 5 minutes après avoir lu la note. Mais maintenant qu'il avait le temps de réfléchir, il les examinait l'une après l'autre comme une rangée d'instruments qu'il disposerait sur la table. Le genre de rencontre qui avait eu lieu le matin ne pouvait évidemment se répéter. Si elle travaillait au commissariat aux archives, cela aurait pu être relativement simple, mais il n'avait qu'une vague idée de la situation. Dans l'édifice du commissariat au roman, et il n'avait aucun prétexte pour s'y rendre. S'il savait où elle habitait et à quelle heure elle laissait son travail, il aurait pu s'arranger pour la rencontrer quelque part sur le chemin du retour. Mais essayer de la suivre chez elle était imprudent car il faudrait traîner aux alentours du ministère, ce qui pourrait être remarqué. Lui envoyer une lettre par la poste était hors de question, suivant une routine qui n'était même pas un secret. Toutes les lettres étaient ouvertes en route. Peu de gens actuellement écrivaient des lettres. Pour les messagers qu'on avait parfois besoin d'envoyer, il y avait des cartes postales sur lesquelles étaient imprimées de longues listes de phrases et l'on biffait qui étaient inutiles. Dans tous les cas, sans compter son adresse, il ne savait pas le nom de la fille. Il décida finalement que l'endroit le plus sûr était la cantine. S'il pouvait la voir seule à une table, quelque part au milieu de la pièce, pas trop près des télécrans, avec un bourdonnement suffisant de conversation tout autour, et que ces conditions soient réunies pendant, disons, 30 secondes, il pourrait peut-être échanger avec elle quelques mots. La vie, après cela, fut pendant une semaine comme un rêve agité. Le jour suivant, elle n'apparut à la cantine qu'au moment où il la laissait. Le coup de sifflet avait déjà retenti. Ses heures de travail avaient peut-être changé. Ils se croisèrent dans un regard. Le deuxième jour, elle était à la cantine à l'heure habituelle, mais avec 3 autres filles, et immédiatement sous le télécran. Puis, pendant 3 horribles jours, elle n'apparut pas du tout. Il sembla à Winston qu'il souffrait d'esprit et de corps, d'une insupportable sensibilité, d'une sorte de transparence qui faisait de chaque mouvement, de chaque son, de chaque contact, de chaque mot qu'il devait prononcer ou écouter une agonie. Même en dormant, il ne pouvait échapper complètement au visage de la fille. Ces jours-là, il ne toucha pas à son journal. Il ne trouvait de soulagement quand il n'y en avait un, que dans son travail. Parfois, il pouvait oublier pendant 10 minutes d'affilée. Il n'avait absolument aucune idée de ce qu'il avait pu lui arriver. Il ne pouvait faire d'enquête. Elle ne pouvait être vaporisée, elle n'avait pu se suicider, elle avait pu être transférée à l'autre bout de l'Océania. Pire et plus probablement, elle avait simplement pu changer d'idée et décider de l'éviter. Le jour suivant, elle réapparut, son bras n'étant plus en écharpe, et elle avait une bande de diachylon autour du poignet. Le soulagement qu'il éprouva à la voir fut si grand qu'il ne put s'empêcher de la regarder en face plusieurs secondes. Le lendemain, il réussit presque à lui parler. Quand il entra dans la cantine, elle était assise à une table assez loin du mur et était absolument seule. Il était tôt et la cantine n'était pas comble. La queue avançait et Winston était presque au comptoir. Le mouvement fut arrêté une minute par quelqu'un qui se plaignait de n'avoir pas reçu sa tablette de saccharine. Mais la fille était encore seule quand Winston reçut son plateau et avança vers sa table. Il se dirigeait comme par hasard dans sa direction en cherchant des yeux une place à une table plus éloignée. Elle était peut-être à 3 mètres de lui, en 2 secondes il y serait. Une voix derrière lui appela. Smith. Smith. Il fit semblant de ne pas entendre. Smith, répéta la voix plus haut. C'était inutile, il se retourna. Un jeune homme blond, au visage inintelligent, nommé Whistler, qu'il connaissait à peine, l'invitait avec un sourire à occuper une place libre à sa table. Il était imprudent de refuser. Il ne pouvait, ayant été reconnu, s'en aller s'asseoir à une table près d'une fille seule. Cela se remarquerait trop. Il s'assit avec un sourire amical, le blond visage inintelligent sourit largement en le regardant. Winston, dans une hallucination, se vit lui lançant une pioche en plein visage. La table de la fille, quelques minutes plus tard,
était complètement occupée. Mais elle devait l'avoir vu se diriger vers elle, et peut-être agirait-elle en conséquence. Le jour d'après, il eut le soin d'arriver tôt. Naturellement, elle était à une table à peu près au même endroit, et de nouveau seule. Winston était précédé dans la queue par un petit homme scarabée aux mouvements rapides, au visage plat, aux yeux minuscules et soupçonneux, tandis que Winston s'éloignait du comptoir avec son plateau. Il vit le petit homme se diriger tout droit vers la table de la fille. Son espoir, de nouveau, tomba. Il y avait une place libre à la table plus éloignée, mais quelque chose dans l'apparence du petit homme suggérait qu'il devait être assez attentif à son confort pour choisir la table la moins encombrée. Winston le suivit, le cœur glacé. Il eut à ce moment un violent fracas. Le petit homme était étalé les quatre fers en l'air. Son plateau lui avait échappé et deux ruisseaux de soupe et de café coulaient sur le parquet. Il se remit sur pied avec un regard méchant à l'adresse de Winston qu'il soupçonnait de lui avoir fait un croc en jambe. Mais il n'en était rien. 5 secondes plus tard, le cœur battant, Winston était assis à la table de la fille. Il ne la regarda pas, il délesta son plateau et commença à manger. Il fallait surtout parler tout de suite, avant que personne ne vînt. Mais une terrible frayeur s'était emparée de lui. Une semaine s'était écoulée depuis qu'elle l'avait rapproché. Et elle pouvait avoir changé. Elle devait avoir changé. Il était impossible que cette affaire puisse se terminer avec succès. De telle sorte ne se passe pas dans la vie réelle. Il aurait complètement flanché et n'aurait pas parlé s'il n'avait à ce moment vu Ampleforth, le poète aux oreilles poilues, qui errait moellement à travers la salle avec un plateau, à la recherche d'une place libre. Ampleforth, à sa manière vague, était attaché à Winston, et s'assierait certainement à sa table s'il l'apercevait. Il restait peut-être une minute pour agir. Winston et la fille mangeaient tous deux sans broncher. La substance qu'il avalait était un ragoût clair, plutôt une soupe de haricots. Winston se mit à murmurer tout bas. Aucun d'eux ne leva les yeux. Ils portaient régulièrement à leur bouche des cuillerées de substance liquide et entre les cuillerées échangeaient les quelques mots nécessaires d'une voix basse et inexpressive. À quelle heure laissez-vous le travail? À 6h30. Où pouvons-nous nous rencontrer? Au square de la Victoire, près du monument. Il y a plein de télécrans. Cela n'a pas d'importance s'il y a foule. Me ferez-vous signe? Non. Ne vous approchez pas de moi que lorsque vous verrez parmi un tas de gens. Et ne me regardez pas. Tenez-vous seulement près de moi. À quelle heure? À 7h. Entendu. Ampleforth ne vit pas Winston et s'assit à une autre table. Ils ne parlèrent plus, et, autant que cela était possible, à deux personnes assises en face de l'autre, à la même table, ils ne se regardèrent pas. La fille termina rapidement son repas et s'en alla, tandis que Winston restait pour fumer une cigarette. Winston se trouva au square de la Victoire avant le moment fixé. Il se promena autour du socle de l'énorme colonne cannelée, au sommet de laquelle la statue de Big Brother regardait vers le sud les cieux où il avait vaincu les aéroplanes eurasiens, qui étaient quelques années plus tôt des aéroplanes estasiens, dans la bataille de la première région aérienne. Dans la rue qui se trouvait vis-à-vis de la colonne se dressait la statue d'un homme à cheval qui était censé représenter Olivier Cromwell. 5 minutes après l'heure fixée, la fille n'était pas encore arrivée. L'angoisse terrible s'empara de nouveau de Winston. Elle ne venait pas. Elle avait changé d'idée. Elle se dirigea lentement vers le côté nord du square et éprouvait un vague plaisir à identifier l'église Saint-Martin, dont les cloches, quand elle en avait carillonné, tumedoient 3 farthings. Il vit alors la fille debout au pied du monument de Big Brother. Elle lisait, ou faisait semblant de lire une affiche qui s'élevait en spirale autour de la colonne. Il n'était pas prudent de se rapprocher d'elle tant qu'il n'aurait pas plus de gens réunis. Tout autour du fronton, il y avait des télécrans. Un vacarme de voix se fit entendre, et il y eut quelque part sur la gauche un démarrage de lourds véhicules. Tout le monde se mit soudain à courir à travers le square. La fille coupa
lestement autour des lions qui étaient à la base du monument et se joignit à la foule qui se précipitait. Winston suivit. Pendant qu'il courait, quelques remarques jetées à haute voix lui firent comprendre qu'un convoi de prisonniers eurasiens passait. Déjà, une masse compacte de gens bloquait le côté sud du square. Winston, qui, en temps normal, était le genre d'individu qui gravite à la limite extérieure de tous les genres de bousculade, joua des coudes, de la tête, se glissa en avant, au cœur de la foule. Il fut bientôt à une longueur de bras de la fille, mais le chemin était fermé par un prolétaire énorme et par une femme presque aussi énorme que lui, probablement sa femme, qui paraissait former un mur de chair impénétrable. Winston, en se tortillant, se tourna sur le côté et d'un violent mouvement en avant s'arrangea pour passer son épaule entre eux. Il crut un moment que ses entrailles étaient broyées et transformées en bouillie par les deux hanches musclées. Puis il les sépara et passait en transpirant un peu, il était à côté de la fille. Ils se trouvaient épaule contre épaule, tous deux regardaient fixement devant eux. Une longue rangée de camions portant, dressés à chaque coin, des gardes au visage de bois, armés de mitrailleuses, descendait lentement la rue. Dans les camions, des petits hommes jaunes, vêtus d'uniformes verdâtres usés, étaient accroupis, serrés les uns contre les autres. Leurs tristes visages mongols, absolument indifférents, regardaient par-dessus les bords des camions. Parfois, au chaos d'un camion, il y avait un cliquetis de métal. Tous les prisonniers avaient des fers aux pieds. Des camions et des camions défilèrent chargés de visages mornes. Winston savait qu'ils étaient là, mais il ne les voyait que par intermittence. L'épaule de la fille et son bras droit, nu jusqu'au coude, étaient pressés contre son bras. Sa joue était presque assez proche de la sienne pour qu'il en sentît la chaleur. Elle avait immédiatement pris en charge la situation, exactement comme elle l'avait fait à la cantine. Elle se mit à parler dans la même voix sans expression, les lèvres bougeant à peine d'un simple murmure aisément noyé dans le vacarme des voix et le fracas des camions qui roulaient. M'entendez-vous? Oui. Pouvez-vous rendre libre dimanche après-midi? Oui. Alors écoutez-moi bien. Vous aurez à vous rappeler ceci. Allez à la gare de Paddington. Avec une précision militaire qui étonna Winston, elle lui indiqua la route qu'il devait suivre. Un trajet en chemin de fer d'une demi-heure, au sortir de la station, tourner à gauche, marcher sur la route pendant 2 kilomètres, une porte dont la barre supérieure manque, un chemin à travers champs, un sentier couvert d'herbe, un passage dans les buissons, un arbre mort couvert de mousse. C'était comme si elle avait eu une carte dans la tête. Pourrez-vous vous souvenir de tout cela? Murmura-t-elle à la fin. Oui. Vous tournez à gauche, puis à droite, puis de nouveau à gauche, et la porte n'est pas de barre supérieure. Oui. À quelle heure? À 3 heures environ. Peut-être aurez-vous à attendre. J'irai par un autre chemin. Êtes-vous sûr de tout vous rappeler? Oui. Alors, éloignez-vous de moi aussi vite que vous le pourrez. Elle n'avait pas besoin de le lui dire. Mais pendant un instant, ils ne purent se dégager de la foule. Les camions défilaient encore et les gens, insatiables, regardaient bouche bée. Il y avait eu au début, quelques huées et quelques coups de sifflet, mais il venait de membres du parti qui étaient dans la foule et s'étaient bientôt arrêtés. Le sentiment qui dominait était une simple curiosité. Les étrangers, qu'ils fussent eurasiens ou estasiens, étaient comme des animaux inconnus. On ne les voyait littéralement jamais, si ce n'était sous l'aspect de prisonniers. On n'en avait jamais une vision fugitive. Personne ne savait non plus ce qu'il advenait d'eux. On ne connaissait que le sort de ceux qui étaient pendus comme criminels de guerre. Les autres disparaissaient, simplement. Ils étaient probablement envoyés dans des camps de travail. Au rond visage mongol avaient succédé des visages d'un type plus européen, sales, couverts de barbe et épuisés. Au-dessus de pommettes broussailleuses, les yeux plongeaient leur éclair dans ceux de Winston, parfois avec une étrange intensité. Puis se détournaient. Le convoi tirait à sa fin. Dans le dernier camion, Winston put voir un homme âgé, au visage recouvert d'une masse de poils gris, qui se tenait debout, les mains croisées en avant, comme s'il était habitué à les voir attachés. Il était presque temps que Winston et la fille se séparent. Mais, au dernier moment,
Pendant qu'ils étaient encore cernés par la foule, la main de la fille chercha celle de Winston et la pressa rapidement. Cela ne dira pas 10 secondes. Et cependant, il sembla à Winston que leurs mains étaient restées longtemps jointes. Il eut le temps d'étudier tous les détails de sa main. Il explora les doigts longs, les ongles bombés, les paumes durcies par le travail avec des lignes cailleuses, et la chair lisse sous le poignet. Pour l'avoir simplement touchée, il pourrait la reconnaître en la voyant. Il pensa au même instant qu'il ne connaissait pas la couleur des yeux de la fille. Ils étaient probablement bruns, mais les gens qui ont des cheveux noirs ont parfois les yeux bleus. Tourner la tête et la regarder eût été une inconcevable folie. Les mains nouées l'une à l'autre, invisibles parmi les corps serrés, ils regardaient droit devant eux, et ce furent, au lieu des yeux de la fille, les yeux du prisonnier âgé, qui, enfoui dans un nid de barbe, se fixèrent lugubres sur Winston.